Je ne m'attendais pas à ce que cette journée change ma vie à jamais. Assise dans la salle de conférence du 15e étage de notre siège social à Lyon, je me préparais à présenter les projections trimestrielles de l'entreprise. L'immense table en chêne massif, héritée du fondateur original de la société Dupont et Fils, dominait la pièce. Les grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur la place Bellecour, et le soleil matinal se reflétait sur les documents soigneusement disposés devant chaque membre du conseil. En tant que PDG, j'avais l'habitude de ces réunions importantes. Mon mari Daniel était assis à ma droite, comme toujours, dans son costume Armani impeccable. Sa mère, Evelyne, nous faisait face, arborant son éternel collier de perles et ce regard hautain qui ne l'avait jamais quitté depuis que j'avais épousé son fils il y a 12 ans. Autour de nous, les membres du conseil d'administration, nos avocats de chez Cabinet Rousseau et Associés, et mon équipe de direction attendaient le début de la présentation. J'avais passé des semaines à préparer cette réunion. Notre entreprise, spécialisée dans le développement de logiciels pour le secteur viticole, était sur le point de conclure un partenariat majeur avec un groupe d'investisseurs bordelais. Les chiffres étaient excellents, notre croissance stable, et j'étais confiante. J'avais contribué à transformer cette entreprise familiale traditionnelle en un leader du marché européen. Bonjour à tous, ai-je commencé, ma voix claire et assurée résonnant dans la salle. Comme vous pouvez le constater dans le dossier devant vous, notre troisième trimestre montre une croissance significative, particulièrement dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. J'ai fait défiler les premières diapositives de ma présentation, détaillant nos succès récents avec le domaine de la Romanée-Conti. Le regard de Michel Leblanc, notre directeur financier, brillait d'approbation. Même Jean-Pierre, le plus sceptique de nos administrateurs, semblait impressionné par les résultats. L'atmosphère était positive, professionnelle, exactement comme elle devait l'être. J'étais sur le point d'aborder notre stratégie d'expansion vers la région de Champagne-Ardenne quand tout a basculé. Daniel s'est levé brusquement, faisant crisser sa chaise sur le parquet ciré. Quelques documents se sont éparpillés sur la table, et un murmure confus a parcouru l'assemblée. J'ai senti mon cœur s'accélérer, mais j'ai maintenu mon calme extérieur, une compétence que j'avais perfectionnée au fil des années. Je demande le divorce, a-t-il annoncé d'une voix glaciale, ses yeux évitant délibérément les miens. Le temps s'est figé. J'ai entendu Sophie, ma secrétaire, laisser échapper un petit hoquet de surprise. Le silence qui a suivi était assourdissant. Avant même que je puisse réagir, Evelyne s'est redressée, un sourire satisfait aux lèvres. Sécurité, a-t-elle aboyé, sa voix tranchante comme une lame. Escortez cette femme méprisable hors d'ici. Jetez-la dans la rue, là où est sa place. L'humiliation brûlait mes joues, mais des années d'expérience en négociations difficiles m'avaient appris à ne jamais montrer ma vulnérabilité. Je suis restée assise, le dos droit, les mains posées calmement sur la table. Les regards de tous les présents étaient fixés sur moi, attendant ma réaction. Je pouvais sentir leur curiosité morbide, leur malaise, et peut-être même la pitié de certains. Le temps semblait s'être arrêté dans cette salle qui avait été témoin de tant de mes victoires professionnelles. Les tableaux abstraits au mur, que j'avais moi-même choisis pour moderniser l'image de l'entreprise, semblaient maintenant me narguer de leur forme chaotique. L'horloge sur le mur marquait 9h47, gravant ce moment dans ma mémoire. Une rage froide montait en moi, mais ce n'était pas le genre de colère qui fait perdre le contrôle. C'était une force tranquille, calculée, née de toutes les fois où j'avais dû prouver ma valeur dans ce monde dominé par les hommes. Je savais que ma réponse à ce moment précis définirait non seulement mon avenir personnel, mais aussi l'avenir de l'entreprise que j'avais contribué à bâtir. Pendant que les regards effarés se posaient sur moi, j'ai calmement ouvert le dossier Bordeaux posé devant moi. Mes doigts ont effleuré le papier glacé des documents que j'avais préparés pour une toute autre occasion. La climatisation ronronnait doucement dans la salle, créant un contraste saisissant avec la tension palpable qui régnait. « Tu demandes le divorce ?» ai-je répété, ma voix portant jusqu'aux confins de la pièce. Je me suis levée lentement, mon tailleur Chanel épousant parfaitement mes mouvements. « Alors c'est le moment idéal pour t'annoncer que tu es licencié. » D'un geste précis, j'ai lancé les documents de licenciement vers Daniel. Le bruit sec des papiers heurtant son visage a résonné dans la salle silencieuse. Son expression suffisante s'est transformée en stupéfaction totale. À côté de lui, Antoine Dubois,
notre avocat principal, a imperceptiblement reculé sa chaise. « Qu'est-ce que tu racontes ?» a balbutié Daniel, sa voix trahissant une panique grandissante. Son assurance habituelle s'effritait comme un château de cartes. Je pouvais voir sa main trembler légèrement alors qu'il tentait de ramasser les documents éparpillés. « Je parle des 500 000 € que tu as détournés vers ton compte au Caïman, ai-je répondu, sortant un autre document de mon dossier. Je parle aussi des accords secrets que tu as passés avec notre concurrent, Logiciel Viticole Marseille. Tu sais, ce que tu as signé au restaurant Le Grand Véfour à Paris, pensant que personne ne te verrait ? » Les murmures ont parcouru la salle comme une vague. J'ai vu Bernard, notre directeur technique, secouer la tête avec dégoût. Il avait toujours eu des doutes sur la compétence de Daniel, mais par respect pour moi, il n'avait jamais rien dit. J'ai tout documenté, ai-je poursuivi, ma voix devenant plus forte. Chaque transaction douteuse, chaque rendez-vous secret, chaque euro mal utilisé. Le conseil d'administration a déjà examiné les preuves hier soir, lors d'une réunion extraordinaire à laquelle, évidemment, tu n'étais pas convié. Je me suis tourné vers les membres du conseil, croisant leurs regards un à un. Marie-Claire Dupont, notre plus ancienne administratrice, m'a adressé un léger hochement de tête approbateur. Elle avait toujours été une alliée silencieuse, observant depuis des années les machinations de Daniel et sa mère. Les relevés bancaires sont particulièrement intéressants, ai-je continué, faisant glisser une série de documents sur la table. Tes achats personnels, une villa à Saint-Tropez, un yacht amarré à Monaco, des virements réguliers à une certaine Mademoiselle Delacroix. Ta maîtresse aurait-elle des goûts aussi luxueux que ta mère ? Le visage d'Evelyne est devenu livide à cette mention. Elle qui se targuait toujours de l'image parfaite de sa famille voyait son monde s'écrouler en direct. Ses doigts se sont crispés sur son sac Hermès, celui que j'avais ironiquement offert pour son dernier anniversaire. « Et tu mens » a crié Daniel, mais sa voix s'est brisée sur le dernier mot. « C'est impossible, tu ne peux pas avoir accès à ces informations. »« Oh, mais si » ai-je répliqué, un sourire froid aux lèvres. « Tu as toujours sous-estimé mes capacités, Daniel. Pendant que tu paradais dans les soirées mondaines du Faubourg Saint-Honoré, je construisais des alliances. Pendant que tu dépensais l'argent de l'entreprise, je surveillais chaque centime. J'ai fait signe à François, notre nouveau responsable de la sécurité informatique, qui a acquiescé discrètement. C'était lui qui m'avait alerté des activités suspectes de Daniel il y a 3 mois, me permettant de mettre en place ma contre-attaque. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité, ai-je annoncé, ma voix résonnant dans la salle. Non seulement tu es licencié pour faute grave, mais nous portons plainte pour détournement de fonds. La police financière a déjà été prévenue, ils t'attendent dans le hall. Les épaules de Daniel se sont affaissées. Son regard a cherché désespérément celui de sa mère, comme un enfant pris en faute. Evelyne s'est levée brusquement, son visage déformé par la rage, mais pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucune intimidation face à elle. J'ai passé 10 ans à développer cette entreprise, ai-je poursuivi, ma voix devenant plus douce mais non moins tranchante. 10 ans à supporter vos manipulations, vos critiques, vos tentatives de me diminuer. Mais vous avez commis une erreur fatale, vous m'avez sous-estimé. Le soleil de Lyon continuait de briller à travers les fenêtres, illuminant la scène comme un projecteur de théâtre. Dans la rue en contrebas, la vie continuait normalement, ignorante du drame qui se jouait au 15e étage. J'ai regardé ma montre, il n'était que 10h15. La journée ne faisait que commencer. Evelyne s'est levée d'un bond, ses talons loup-boutins claquant sur le parquet ciré. Son poing s'est abattu sur la table avec une force qui a fait tressaillir les verres d'eau. « Sécurité » a-t-elle hurlé de nouveau, sa voix montant dans les aigus. « Je vous ordonne de faire sortir cette femme. Elle n'a plus sa place ici. » J'ai observé les agents de sécurité, Pierre et Laurent, échanger des regards incertains. Je les connaissais depuis des années. C'était moi qui avais insisté pour augmenter leur salaire l'année dernière, moi qui m'étais assuré qu'ils puissent prendre leur congé pendant les fêtes de Noël. Ils sont restés immobiles, visiblement mal à l'aise face à ce conflit de pouvoir. « Qu'est-ce que vous attendez ?» a craché Evelyne, son accent du 16e arrondissement devenant plus prononcé sous l'effet de la colère. Cette arriviste n'est plus membre de cette famille. Je me suis tourné vers elle, sentant le poids des regards de tous les membres du conseil.
L'arriviste, comme vous dites, a transformé votre petite entreprise familiale en leader du marché, ai-je déclaré calmement. Pendant que vous organisiez vos garden parties dans votre hôtel particulier de la rue de Varennes, je travaillais 60 heures par semaine pour moderniser cette société. Les souvenirs ont afflué dans ma mémoire. Les nuits passées au bureau à développer notre nouvelle plateforme de gestion viticole. Les week-ends sacrifiés pour rencontrer les vignerons de la vallée du Rhône. Les innombrables trajets en TGV entre Paris et Lyon pour convaincre les investisseurs. J'ai consacré ma vie à cette entreprise, ai-je poursuivi, ma voix portant dans chaque recoin de la salle. Pendant que Daniel jouait au golf au Racing Club de France, je négociais des contrats avec les plus grands domaines viticoles du pays. Pendant que vous critiquiez mes origines modestes lors de vos dîners mondains, je construisais l'avenir de cette société. Evelyne a tenté de m'interrompre, mais je l'ai coupée d'un geste. Vous pensiez vraiment que je resterais éternellement cette jeune femme intimidée que vous avez accueillie dans votre famille il y a 12 ans? Celle qui baissait les yeux quand vous lui reprochiez de ne pas connaître l'étiquette de la haute société parisienne? J'ai sorti un autre document de mon dossier, le faisant glisser sur la table. Voici les résultats de l'audit que j'ai fait réaliser en secret. Pas seulement sur les malversations de Daniel, mais aussi sur votre gestion désastreuse des années précédentes. Les millions perdus dans des investissements hasardeux, les contrats attribués à vos amis du cercle de l'Union interalliée à des prix gonflés. Le visage d'Evelyne est devenu cramoisi. Comment osez-vous, a-t-elle sifflé. Je vous ai pratiquement élevé. Sans moi, vous ne seriez rien qu'une petite informaticienne de province. Un rire amer m'a échappé. M'élever? Vous m'avez façonné à votre image, ou du moins vous avez essayé. Mais vous avez échoué, Evelyne. Chaque critique, chaque humiliation m'a rendue plus forte. Chaque fois que vous me rappeliez mes origines modestes, je travaillais 2 fois plus dur. Je me suis approchée d'elle, maintenant notre contact visuel. L'odeur de son parfum Guerlain flottait dans l'air, ce même parfum qu'elle m'avait forcé à porter pour enfin sentir comme une vraie dame. Vous m'avez appris une chose importante, ai-je continué, le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et aujourd'hui, je le prends. Les membres du conseil observaient la scène en silence. Je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils comprenaient enfin la véritable nature de la femme qu'ils avaient si longtemps considérée comme la matriarche intouchable de l'entreprise. Le conseil d'administration a voté hier soir, ai-je annoncé, sortant le dernier document de mon dossier. Non seulement vous perdez votre position au conseil, mais toutes vos actions privilégiées sont converties en actions ordinaires. Vous n'avez plus aucun pouvoir décisionnel dans cette entreprise. Evelyne a chancelé, s'appuyant sur la table pour ne pas tomber. Son monde s'écroulait devant elle, et pour la première fois de sa vie, elle se retrouvait impuissante. Son masque de supériorité se fissurait, révélant la fragilité qu'elle avait toujours tenté de cacher. « Cette entreprise est ma vie », a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. « Non, Evelyne », ai-je répondu doucement. « Cette entreprise était votre vie. Maintenant, elle est mon avenir. » Daniel s'est effondré dans son fauteuil en cuir, celui qu'il avait fait importer spécialement d'Italie l'année dernière aux frais de l'entreprise. Ses mains tremblaient tellement qu'il a renversé son verre d'eau, créant une flaque qui s'étendait lentement sur les documents éparpillés devant lui. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-il crié, sa voix trahissant une panique grandissante. Son assurance habituelle, celle qu'il affichait lors de nos dîners au Bristol ou pendant ses parties de tennis au Racing, s'était complètement évaporée. Je suis indécent. Cette entreprise porte notre nom. Je me suis approché de lui, dominant sa silhouette affalée. Là oui, le célèbre nom des Deschamps, ai-je répondu avec une ironie non dissimulée. Celui que tu brandis comme un étendard dans les cocktails du Tout Paris? Laisse-moi te rappeler quelque chose, Daniel. En tant qu'actionnaire majoritaire, je détiens 51% des parts. Ta signature en bas de notre contrat de mariage me donnait ce droit. Tu te souviens? Tu étais tellement pressé de le signer pour pouvoir partir en voyage de noces à Courchevel. Le silence dans la salle était assourdissant. Même le bruit habituel de la circulation sur la place Bellecour semblait s'être estompé. J'ai vu Sophie, ma fidèle assistante, discrètement sortir son téléphone pour annuler les rendez-vous de l'après-midi. Elle savait que cette journée serait historique. Evelyne s'est brusquement tournée vers son fils, son visage déformé par la rage.
Comment as-tu pu laisser ça arriver, a-t-elle explosé, sa voix résonnant contre les murs. Comment as-tu pu être aussi stupide? Je t'avais dit de faire attention avec les comptes offshore. Je t'avais prévenu qu'elle était trop intelligente pour la sous-estimer. Daniel a levé les yeux vers sa mère, cherchant désespérément du soutien, mais il n'a trouvé que du mépris. Maman, a-t-il commencé, mais Evelyne l'a coupé d'un geste brusque. Ne m'appelle pas maman. Pas maintenant. Pas après avoir détruit l'héritage de ton père. Elle s'est mise à faire les 100 pas, ses talons martelant le parquet. 30 ans de travail, 3 générations de Deschamps, tout ça pourquoi? Pour que tu laisses cette provinciale tout nous prendre? J'ai observé cet échange avec un détachement presque clinique. Les années passées à supporter leurs critiques, leurs remarques condescendantes sur mes origines modestes, mes études à l'université publique de Lyon plutôt qu'à HEC ou l'ESSEC, tout cela me semblait maintenant tellement lointain. Tu n'as jamais été à la hauteur, a continué Evelyne, déversant des années de frustration contenue. Ton père aurait tellement honte s'il te voyait aujourd'hui. Lui qui a bâti cette entreprise de ses mains, qui travaillait 7 jours sur 7 pendant que toi, tu dépensais notre argent dans les boîtes de nuit de Saint-Germain-des-Prés. Daniel s'est redressé brusquement, tentant de retrouver un semblant de dignité. Ça suffit, a-t-il rugi, se tournant vers moi. Ce n'est pas terminé, Clara. Mes avocats. Tes avocats, l'ai-je interrompu calmement. Tu parles de Maître Bertrand? Il a déjà reçu tous les documents prouvant tes malversations. Il m'a d'ailleurs conseillé de porter plainte immédiatement. Les membres du conseil d'administration suivaient l'échange comme un match de tennis particulièrement intense. Jean-Luc, notre directeur des opérations, prenait même des notes, probablement pour le procès-verbal de cette réunion historique. Et d'ailleurs, ai-je ajouté, pendant que nous parlons, les commissaires aux comptes sont en train d'examiner tous les registres. La brigade financière a été prévenue. Tu devrais peut-être appeler ton ami banquier à Genève avant que les comptes ne soient gelés. Le visage de Daniel est devenu livide. Cette fois, même sa mère est restée silencieuse, comprenant enfin l'ampleur de la catastrophe. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans leur tête, calculant les conséquences légales, financières et sociales de cette journée. Sécurité, ai-je appelé doucement. Pierre et Laurent se sont immédiatement avancés, leur professionnalisme reprenant le dessus maintenant que la hiérarchie était clairement établie. Veuillez escorter Monsieur Deschamps et Madame Deschamps hors du bâtiment. Leurs badges d'accès ont déjà été désactivés. Les agents de sécurité se sont avancés avec une assurance renouvelée, ignorant complètement les protestations stridentes d'Evelyne. Je les regardais se débattre verbalement, son autorité s'effritant comme un château de sable à marée montante. Je vous interdis de me toucher. Je suis une Deschamps. Cette entreprise existe grâce à notre famille. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots, l'écho de son pouvoir perdu résonnant dans la salle de conférence. Pierre, notre chef de la sécurité depuis 15 ans, a gentiment mais fermement guidé Evelyne vers la porte. Son badge Hermès, celui qu'elle portait fièrement comme un symbole de son statut, pendait maintenant de travers sur son tailleur Dior. Laurent s'est occupé de Daniel, qui semblait trop sonné pour opposer la moindre résistance. Il fixait le sol, évitant les regards des employés qui s'étaient discrètement rassemblés dans le couloir, attirés par le bruit. J'ai observé la scène depuis mon siège à la tête de la table, réarrangeant méticuleusement les documents devant moi. À travers les grandes baies vitrées, le soleil de Lyon continuait sa course, indifférent au drame qui se jouait au 15e étage de notre siège social. Sur la place Bellecour, les passants vaquaient à leurs occupations, ignorant le changement de pouvoir qui s'opérait au-dessus de leur tête. Marie-Claude, notre responsable des ressources humaines depuis 20 ans, s'est approchée discrètement de moi. Les cartons sont déjà prêts dans leur bureau, a-t-elle murmuré. L'équipe informatique a coupé leurs accès au serveur il y a 10 minutes. Nous avons aussi changé tous les codes d'accès au coffre-fort. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. La préparation minutieuse des dernières semaines portait ses fruits. Chaque détail avait été pensé, chaque scénario anticipé. Les membres du conseil d'administration échangeaient des regards impressionnés. Jean-Marc Durand, notre plus ancien administrateur, a même esquissé un sourire approbateur. Une dernière chose, ai-je lancé alors qu'Evelyne et Daniel atteignaient la porte.
Vos affaires personnelles seront envoyées à l'adresse de votre avocat. Oh, et Daniel? La Ferrari de fonction que tu as achetée le mois dernier avec l'argent de l'entreprise? Elle reste au parking. Les clés sont déjà dans mon bureau. Le visage de Daniel s'est décomposé davantage, si c'était possible. Cette voiture était son dernier symbole de prestige, celui qu'il utilisait pour parader sur la promenade des Anglais lors de nos séjours à Nice. Evelyne a tenté une dernière fois de reprendre le contrôle, se retournant brusquement vers la salle. « Vous le regretterez tous », a-t-elle craché. « Cette entreprise va couler sans nous. Vous verrez. » Mais ces menaces sonnaient creux. Les membres du conseil, qui pendant des années avaient supporté son arrogance par respect pour la tradition familiale, détournaient maintenant le regard, gênés par ce spectacle pathétique. Une fois la porte refermée derrière eux, un silence presque religieux est tombé sur la salle. Je pouvais entendre le bourdonnement distant des climatiseurs, le tintement léger des tasses de café sur leur soucoupe. Puis, comme une vague, les murmures ont commencé à parcourir l'assemblée. Des regards admiratifs se sont tournés vers moi, mêlés de respect et peut-être d'une pointe de crainte. J'ai rassemblé mes documents avec des gestes précis, prenant mon temps pour organiser mes pensées. Le parfum d'Evelyne flottait encore dans l'air, vestige d'une époque révolue. À travers la vitre, j'ai aperçu leur voiture de luxe qui quittait le parking souterrain, emportant avec elle les derniers vestiges de leur règne. « Eh bien », ai-je déclaré, ma voix calme et posée remplissant la pièce. Reprenons où nous en étions. J'ai sorti la présentation que j'avais initialement préparée, celle qui détaillait notre stratégie d'expansion dans la région de Bordeaux. Un léger rire nerveux a parcouru l'assemblée, rapidement suivi par des hochements de tête approbateurs. Les membres du conseil se sont réinstallés confortablement dans leurs fauteuils, leur attention totalement focalisée sur moi. Toute trace de doute concernant ma capacité à diriger l'entreprise s'était évaporée. En quelques heures à peine, j'avais transformé une tentative d'humiliation publique en une démonstration de force et de compétence. Sophie est revenue discrètement dans la salle, un nouveau carnet de notes à la main. « Les journalistes commencent à appeler », a-t-elle chuchoté. Le Progrès et les Échos veulent une déclaration. Plus tard, ai-je répondu calmement. Pour l'instant, nous avons une entreprise à faire grandir. La réunion s'est terminée sur des applaudissements spontanés. Les membres du conseil se sont levés un à un, certains venant me serrer la main, d'autres me félicitant d'un simple hochement de tête respectueux. Jean-Pierre Martinet, celui qui avait toujours été le plus sceptique quant à mes capacités, s'est même permis un « bravo », Madame la Présidente, avant de quitter la salle. Une fois le dernier membre parti, je me suis retrouvée seule dans cette salle qui avait été le théâtre d'un changement de pouvoir historique. Le soleil de l'après-midi baignait maintenant la pièce d'une lumière dorée, créant des ombres allongées sur le parquet ciré. Sur la place Bellecour, les terrasses des cafés commençaient à se remplir pour le déjeuner. Sophie est revenue avec une pile de messages. « Les journalistes insistent », a-t-elle dit doucement. « Les maîtres du bois aimeraient vous voir pour finaliser les procédures judiciaires. » J'ai hoché la tête, mais mon esprit était déjà ailleurs, planifiant les prochaines étapes. « Organise une conférence de presse pour demain matin », ai-je répondu. Dans l'auditorium de l'école de management de Lyon. Ça donnera une image plus professionnelle que nos locaux. Sophie a noté rapidement, son stylomane blanc grattant le papier. Et prévoit un déjeuner avec les directeurs régionaux pour la semaine prochaine. Il est temps de mettre en place notre nouvelle stratégie. Le reste de la journée s'est écoulé dans un tourbillon de réunions, d'appels et de décisions. J'ai rencontré chaque chef de département, rassurant les équipes, écoutant leurs inquiétudes. Dans les couloirs, les employés me saluaient avec un respect nouveau, mêlé d'une pointe d'admiration. Le bruit de la confrontation du matin s'était déjà répandu dans tout le bâtiment, probablement déformé et amplifié par le bouche à oreille. Ce n'est qu'en fin de journée, alors que le soleil se couchait sur les toits de Lyon, que je me suis enfin permis de rentrer chez moi. Mon chauffeur, Thomas, m'attendait dans la Bentley de fonction, celle que Daniel avait toujours refusé que j'utilise, prétextant que ce n'était pas approprié. Le trajet jusqu'à mon appartement dans le 6e arrondissement s'est fait dans un silence confortable. En entrant dans mon salon, j'ai immédiatement remarqué les photos de famille accrochées au mur. Daniel et moi sur le yacht à Saint-Tropez,
aux côtés d'Evelyne lors des fêtes de Noël dans leur château en Bourgogne, notre mariage à l'église Saint-Jean. Avec des gestes mesurés, j'ai commencé à les décrocher une à une, les déposant dans un carton que je réserverai pour plus tard. J'ai ouvert une bouteille de Château Margaux 1995, celle que je gardais pour une occasion spéciale. Le vin a coulé dans le verre en cristal de baccarat, son arôme complexe emplissant l'air. Debout devant la baie vitrée de mon salon, j'observais les lumières de la ville s'allumer une à une. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Messages de soutien d'anciens camarades de promotion, félicitations de partenaires commerciaux, demandes d'interviews de journalistes. J'ai décidé de les ignorer pour le moment. Cette soirée m'appartenait. Mes pensées sont revenues vers cette jeune femme que j'étais 12 ans plus tôt, fraîchement diplômée de l'université, impressionnée par le nom des Deschamps et leur empire familial. Je me souvenais des premiers dîners mondains où Evelyne corrigeait constamment ma façon de tenir mes couverts, des soirées à l'Opéra de Lyon où elle critiquait ma robe trop provinciale, des déjeuners dominicaux où elle rappelait subtilement mes origines modestes. Un sourire a effleuré mes lèvres. Ces années d'humiliation m'avaient forgé, transformé. Chaque critique avait été une leçon, chaque remarque condescendante une motivation supplémentaire. Sans le savoir, il m'avait rendue plus forte, plus déterminée. Mon regard s'est posé sur le dossier que j'avais ramené du bureau. Les contrats avec nos nouveaux investisseurs étaient prêts à être signés, notre expansion vers la région de Bordeaux allait pouvoir commencer. L'entreprise n'avait plus besoin du nom des Deschamps pour avancer. Elle avait besoin d'innovation, de vision, de courage. J'ai pris une gorgée de vin, savourant sa complexité. Demain, une nouvelle ère commencerait. Les journaux parleraient probablement du scandale, les cercles mondains parisiens s'indigneraient de voir une provinciale prendre le contrôle d'une entreprise familiale prestigieuse. Mais je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui travaillaient dur chaque jour pour faire avancer cette entreprise. Le téléphone a sonné une dernière fois. C'était un message de Sophie, les nouveaux contrats sont prêts pour demain. Tout le monde sera là à 8 heures. Reposez-vous bien, Madame la Présidente. J'ai souri. Oui, demain serait le premier jour du reste de ma vie. Et cette fois, je jouerai selon mes propres règles.